Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous faites peut-être partie de ces habitants des régions montagneuses ou régulièrement enneigées. Si ce n'est pas le cas, mais que vous avez l'habitude de vous y rendre, c'est pareil. Depuis ce matin, les pneus hiver sont obligatoires. Obligation ne veut pas dire verbalisation. Pas de sanctions prévues jusqu'au 31 décembre. Mais attention, en cas d'accident, votre assureur pourrait refuser de vous couvrir. En attendant, eh bien, les garagistes font le plein d'automobilistes. Reportage du correspondant d'Europe 1 en Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Luc Bougeon. Voilà 15 jours que dans ce centre auto, on ne fait quasiment plus que ça, poser des pneus hiver avant la date fatidique du 1er novembre, explique Pascal Duprat, le patron du centre. On a une quarantaine de rendez-vous par jour, que pour des changements de pneus hiver. Les gens ont peur de se faire contrôler, donc voilà. J'ai 4 personnes, donc c'est 4 rendez-vous chaque heure, 8h, 9h, 10h, 11h, voilà. Il faut 1 heure pour monter les pneus, ça n'arrête pas. André, justement, est venu faire poser des pneus 4 saisons sur son Ford Galaxy. La facture est salée, près de 400 €. Il voulait absolument être en règle, même s'il trouve que ce n'est pas forcément justifié. Quand on voit le climat qu'on a, le réchauffement climatique, on nous demande de mettre des pneus neige. Déjà, dans la région, il neige pratiquement plus. Ou il neige une fois, ça dure une journée. Alors, je vois pas bien l'utilité. Enfin bon, c'est une contrainte de plus, quoi. André qui a donc eu peur de l'amende, mais finalement d'amende, il n'y aura pas avant 2023, en tout cas minimum. À l'évidence, quelques jours à peine après la crise des carburants, le gouvernement prend soin de ménager les automobilistes. Brignais, Jean-Luc Bougeon, Europe 1. Autre changement induit par ce 1er novembre, la remise carburant de 30 centimes par litre est maintenue jusqu'au 15 novembre. Hausse de 5% des pensions de retraite de l'Agirc Arco. Augmentation également de l'allocation pour les familles monoparentales, plus 50%, soit 184 € pour une personne seule avec un enfant. À l'Assemblée nationale, il se passe toujours quelque chose en ce moment. Un slogan inventé par un grand magasin parisien, mais qui colle très bien à l'activité parlementaire. La surprise est venue tard hier soir lors de la discussion sur le budget et d'une série d'amendements déposés par la gauche. 12 milliards de dépenses supplémentaires en faveur de la rénovation thermique des logements. Ça, l'exécutif ne l'avait pas vraiment vu venir. Récit d'une soirée à rebondissement, Arthur Delaborde. Oui, dans un hémicycle clairsemé hier soir, 2 amendements écologistes et socialistes votés pour multiplier par 4 les crédits du dispositif MaPrimeRénov'. L'insoumis François Ruffin y voit une première mesure à la hauteur du défi climatique. Il y a 5 millions de passoires thermiques dans le pays. L'an dernier, 2500 ont été rénovées. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, il faut 2000 ans pour simplement venir à bout des 5 millions de passoires thermiques. Donc évidemment, il faut galoper, il faut aller plus vite. Dans les rangs de la majorité, en revanche, on dénonce une surenchère budgétaire orchestrée par la NUP avec le soutien du Rassemblement national, à l'image du député Renaissance David Amiel. Vous avez volontairement fait le choix de l'absurde. Et pourquoi avez-vous fait ce choix? Parce qu'il n'y a pas de majorité alternative et que le prix de l'absurde, c'est d'obtenir les voix du Rassemblement national. 12 milliards d'euros de dépenses supplémentaires, nouveau revers pour le camp présidentiel privé de majorité absolue. Toutefois, le gouvernement va très probablement encore brandir le 49.3 dans les prochains jours, ce qui lui permettra d'écarter ses amendements. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Autre budget, celui de la sécurité sociale. Il a finalement été adopté en première lecture après le rejet des 2 motions de censure de la NUP et du Rassemblement national. Direction les Deux-Sèvres maintenant. La préfecture prolonge l'interdiction de manifester tout autour du village de Sainte-Soline. Les derniers militants anti-bassines ont quitté les lieux hier soir, mais l'un des porte-parole du collectif l'affirme. Ils retourneront sur le chantier dès demain à la reprise des travaux d'aménagement. Et nous sommes le 1er novembre, jour de la Toussaint. Vous serez nombreux à rendre hommage à vos disparus dans ce domaine. Le commerce funéraire est lui aussi rattrapé par l'inflation, exemple avec la crémation. Ouais, c'est aussi une réalité dont il faut parler au moment d'évoquer leurs funérailles futures. Certains font le choix, très tôt d'ailleurs, de la crémation, par conviction ou pour des raisons économiques. Dans ce domaine, les 107 crématoriums de France sont eux aussi rattrapés par l'inflation et la hausse des prix du gaz. Ils pourraient augmenter leurs tarifs, Clément Barguin. Oui, le gaz représente en moyenne 20% du prix d'une crémation. Alors incinérer un proche pourrait coûter bien plus cher, selon Charles Simpson, fondateur de Meilleure Pompe Funèbre, un comparateur de devis funéraires. Ce qui consomme beaucoup d'énergie, c'est évidemment l'allumage du four. Le prix de la crémation en France est autour de 675 €. Nous anticipons, une augmentation du prix de la crémation de 35% dans les 2 prochaines années. On arriverait à une moyenne de 911 €. 236 € d'augmentation en moyenne, difficilement supportable pour les particuliers, selon Frédéric Plaisant. Elle est présidente de la Fédération française de crémation. Nous, notre crainte, c'est que les familles puissent faire un autre choix en termes de mode d'obsèques. En application des volontés d'un défunt qui sont protégées par le code pénal, il ne faudrait pas que l'impact financier vienne éventuellement contrarier ce choix. Ça reste un service public quelque part, le funéraire, les familles sont vulnérables, sont endeuillées. Il faut peut-être faire intervenir l'État dans la discussion aussi d'un bouclier tarifaire, au moins pour les professionnels du funéraire. La crémation représente aujourd'hui un peu plus de 40% des obsèques en France. Explication Clément Barguin. Au Brésil maintenant, mais où est donc passé Jair
Jair Bolsonaro, le futur ex-président brésilien, reste silencieux. Ses partisans tentent d'organiser le blocage du pays. Et les routiers ont déclenché un vaste mouvement de blocage des principaux axes dans tout le pays. Impossible de dire si ce mouvement peut s'installer dans la durée, mais la tension est montée d'un cran depuis hier soir. Jean-Claude Gérez, vous êtes le correspondant d'Europe 1 au Brésil. Oui, et les conséquences en fait sont réelles pour de nombreux Brésiliens. La police routière fédérale a dénombré 236 barrages répartis dans près de 23 États du pays, ainsi qu'aux abords de la capitale Brasilia. Ces barrages ont été érigés sur les principaux axes routiers par des camionneurs partisans de Jair Bolsonaro qui n'acceptent pas la victoire de Lula. Dans la plupart des cas, personne ne passe, même pas les ambulances. Le blocage de la principale voie d'accès à l'aéroport international de São Paulo a même entraîné l'annulation de plusieurs vols. Le tribunal suprême électoral a ordonné à la police routière fédérale la levée des barrages et menacé les auteurs de lourdes amendes. Les forces de l'ordre ont indiqué qu'elles négociaient avec les manifestants, jusqu'à présent sans succès. Ces barrages routiers interviennent alors que Jair Bolsonaro ne s'est toujours pas exprimé depuis la proclamation des résultats dimanche soir. C'est une première dans l'histoire démocratique du Brésil. Selon Fabio Faria, le ministre des Communications, le président vaincu devrait cependant faire une déclaration aujourd'hui. Jean-Claude Gérez, correspondant d'Europe 1 au Brésil. L'Ukraine fait le bilan des dégâts après la pluie de missiles de croisière qui a frappé le pays hier. Une cinquantaine au total ont touché les infrastructures comme les centrales électriques, mais pas seulement. À Kiev, 80% de la population est privée d'eau. 350 000 foyers n'ont plus d'électricité. Allez, le football, et pas de calcul possible pour les Marseillais ce soir. Ils doivent gagner s'ils veulent voir les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Oui, mais il faudra battre Tottenham dans un vélodrome déserté par les supporters du Virage Nord, conséquence du huis clos partiel imposé par l'UEFA après les incidents qui avaient émaillé la réception de Francfort. Les Anglais n'avaient pas besoin de ça pour être donnés favoris. Jean-François Pérez. Et oui, la Ligue des Champions et son entêtante musique pour qu'elle ne s'arrête pas de résonner dès ce soir. Un exploit sinon rien face à une équipe de Tottenham supérieure sur le papier. Le coach croate de l'OM, Igor Tudor. C'est clairement le match de l'année parce qu'il y a une importance énorme. C'est le match qui nous donne la possibilité de jouer les huitièmes de finale. Ça serait formidable vu les dernières campagnes de l'OM dans cette compétition. Cela fait 11 ans en effet que le seul club français vainqueur de la Ligue des Champions n'a plus passé un tour. Les supporters de l'OM s'impatientent. Les derniers résultats ne sont pas bons. Une seule victoire sur les 6 derniers matchs. Le défenseur Jonathan Klaus assume cette pression qu'il estime positive. On sait qu'on est attendu à chaque match. On est dans l'obligation et dans le devoir, en tout cas quand on porte cet écusson-là, de résultats. On sait qu'on n'a plus droit à l'erreur, mais en même temps, on est confiant sur ce qu'il nous reste à faire. En avant donc pour une nouvelle soirée irrationnelle à la Marseillaise, mais sans public dans le Virage Nord, fermé après les violences face à Francfort. Donc, coup d'envoi à 21h, match à suivre en direct sur Europe 1 et puis un deuxième forfait pour les Bleus. Mais ça, c'est avant le mondial au Qatar. Après N'Golo Kanté, Paul Pogba renonce à son tour. Il ne s'est pas suffisamment remis de son opération du genou. Et puis félicitations à Gilles Simon au Masters 1000 de Paris-Bercy, qualifié pour le second tour après sa victoire contre un ex-numéro 1 mondial hier, Andy Murray. Oui, Andy Murray, voilà, il prolonge l'aventure parisienne. Gilles Simon, vous savez qu'il doit arrêter après ce tournoi. On en parlera tout à l'heure dans le journal de 7h30. Merci beaucoup Christophe Lamar. À tout à l'heure, 8h30. Dans un instant, dans 10 minutes, l'édito écho de Nicolas Bouzou. On parle beaucoup du Brésil depuis quelques heures. Mais d'ailleurs, rappelez, il faisait partie de ce groupe des BRICS. Comment ça va les BRICS? On voit ça dans 10 minutes. Dimitri Pavlenko.